Alors, je suis content ce soir que l'on reçoive Olivier Lecourt Grand Maison. Il y avait longtemps qu'on s'était dit à la Société Louis Michel, ce serait bien d'inviter Olivier Lecourt Grand Maison, qui est quand même auteur d'une œuvre maintenant importante. Je vous disais tout à l'heure, Olivier n'est pas du genre à sortir un livre tous les 6 mois ou tous les ans, mais tous les 4-5 ans, Olivier sort un livre et trace un chemin qui, je crois, est très important pour réfléchir sur des questions qui sont des questions politiques actuelles, ce qui, je pense, que ne vous a pas échappé. Dans ce livre-là, un personnage central apparaît, qui avait un peu disparu de nos écrans, même si son nom est resté dans les mémoires. Je pense qu'Olivier va vous en parler, qui est Ernest Renan. Ernest Renan, qui a été une des grandes figures intellectuelles, disons à cheval entre le Deuxième Empire et la Troisième République, et qui a inventé une série d'idées, de concepts, de notions, qui, vous le verrez, sont descendus de haut en bas, du Collège de France, donc, où exerçait Renan, jusque dans la société. Et ça, je crois que c'est un des aspects très intéressants du livre d'Olivier, c'est de montrer comment les choses se sont fabriquées au niveau le plus intellectuel pour redescendre ensuite dans les couches sociales avec des systèmes de diffusion de ces idées qui continuent à irriguer largement la situation actuelle. Ce qui m'a frappé, moi, en lisant ce livre, que j'ai pas beaucoup intéressé, j'ai appris un nombre de choses considérables. On découvre un univers, c'est assez hallucinant, quoi, ce qu'on découvre comme type de théorisation qui existait sur l'islam et les musulmans donc, dans cette période-là, ce qui s'est inventé à cette période. Et je dirais ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est j'avais publié avant un livre de Juan Cole sur la véritable histoire de l'expédition d'Égypte, ou qui racontait l'expédition d'Égypte de Bonaparte d'un point de vue très différent de l'histoire qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire en suivant les recommandations d'Édouard Saïd, c'est-à-dire que l'expédition d'Égypte faite par Bonaparte sous le Directoire est l'invention du colonialisme républicain, du colonialisme qui se fait au nom des Lumières. Et le livre de Juan Cole expliquait bien ça. Or, la grande différence qu'on voit justement, et le grand changement sur lequel tu mets le doigt, c'est qu'à l'époque où Bonaparte va en Égypte, Bonaparte, il pense à un moment donné qu'il ne reviendra jamais, parce que la flotte française est détruite, et donc il pense qu'il va fonder une République française d'Égypte et rester là-bas, ad vitam aeternam. Il sera ramené par les Anglais, donc ça simplifiera les choses. Mais à l'époque, Bonaparte envisage, pour pouvoir installer sa République française d'Égypte, de se convertir à l'islam. Et Bonaparte engage des négociations avec l'université Al-Azhar sur les conditions de la conversion de l'armée française à l'islam. Et donc les négociations s'engagent entre Bonaparte à la conversion. Parce que finalement, disait Bonaparte, entre le culte de l'être suprême qu'on avait installé et l'islam, finalement, c'est une religion débarrassée de tous ces mystères du catholicisme, auxquels personne ne comprend rien, de la Sainte Trinité, j'en passe. Et donc finalement, il y a entre le culte de l'être suprême et l'islam, il y a une simplicité qui pourrait nous convenir. Et Bonaparte se fait appeler Ali même à un moment, c'est peu connu, les historiens bonapartistes n'insistent peu là-dessus. Et évidemment, les négociations vont se dérouler, vont échouer, parce que Bonaparte mettra comme condition à la conversion le fait qu'on puisse continuer à boire de l'alcool. Pour les soldats français sur place, apparemment c'était une condition sine qua non, pouvoir continuer à boire de l'alcool et échapper à la circoncision tardive. Sur la circoncision tardive, Al-Azhar était prête effectivement à accepter qu'on ne la fasse pas, mais l'alcool, c'était pas possible. Hein. Il dit, vous pouvez vous convertir, mais vous irez en enfer dès que vous serez mort. Donc, c'est une conversion quand même pas très utile. Et donc, quand on voit cette période-là, et ce qui s'est passé justement avec ce dont tu vas nous parler, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'est inventé, quoi. Et je trouve que l'intérêt de ton livre, c'est vraiment montrer l'invention de quelque chose qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, et qui est au cœur de ton livre, cette invention de l'islamophobie, qui n'est d'ailleurs pas un mot récent, contrairement à ce que croient, je souligne là-dessus, certains spécialistes actuels de l'islam en France, mais c'est un mot qui est très ancien, et il s'est passé vraiment quelque chose, il s'est noué quelque chose de nouveau dans cette époque coloniale, dont je crois que tu vas nous rendre compte. Je te cède la parole. Merci Philippe pour l'invitation. Alors, avant de commencer de partiellement répondre à un certain nombre d'interrogations ou de questions qui ont été posées par Philippe, quelques précisions qui me paraissent absolument fondamentales pour éviter de mauvaises polémiques, à supposer qu'il y en ait de bonnes. Et à supposer d'ailleurs même que ces précisions et ces prudences, à la fois rhétoriques et littéraires, aient quelque effet relativement au surgissement des polémiques sur ce type de sujet. Mais passons, sans passer complètement.
il ne s'agit pas d'un livre sur l'islam, il s'agit d'un livre sur les représentations de l'islam, et c'est évidemment absolument différent. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam. Je pense être devenu en partie un spécialiste des représentations, et donc c'est évidemment essentiel de le préciser. La seconde précision que je voudrais faire, c'est une incise relativement à l'alcool. Alors j'entends bien que c'est sans doute le motif du refus, mais quand on lit un peu attentivement le Coran et la description qui est faite du paradis, puisque le paradis il y a, on s'aperçoit que la proscription de l'alcool est certainement d'ailleurs, plus exactement, une interprétation en partie rétrospective et, disons, rigide ou dure du Coran, puisque dans la description qui est faite du paradis, on découvre qu'il y a des fontaines de lait, des fontaines d'eau pure et des fontaines de vin. Donc, proscription de l'alcool, invention ou interprétation rétrospective sans doute relativement tardive, mais qui ne correspond pas au texte initial. Sur l'islamophobie, il est assez singulier d'avoir à le répéter, j'allais dire presque ad nauseam, parce que la chose s'est désormais imposée partout, si je puis dire, parmi les responsables politiques, parmi un certain nombre de mes pairs PIRS au sein de l'université française, parmi un nombre croissant et significatif de journalistes et, comment dit-on, d'éditorialistes. Singulière position qui permet à ceux qui sont éditorialistes de dire à peu près tout et n'importe quoi, sous le couvert justement qu'ils ne sont pas journalistes mais éditorialistes. L'islamophobie n'est pas du tout, contrairement à ce qu'a réussi à imposer entre autres Caroline Fourest, une invention terminologique due au président, à l'ex-président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Évidemment, imputer l'invention du terme à celui-là, c'était rendre le terme insupportable, si je puis dire, et nauséabond, à raison même de la personnalité de celui-là. Et entre autres par ceci que celui-là a effectivement organisé à Téhéran une réunion à laquelle participaient un certain nombre de spécialistes français du négationnisme. Plus singulier, ne demandons pas à Caroline Fourest de faire ce qu'elle ne fait pas, c'est-à-dire un travail un peu sérieux sur les sujets qu'elle traite. Plus singulier par contre est le fait que Gilles Kepel, quoi qu'on pense par ailleurs de ses analyses, est quand même professeur des universités, titre prétendument prestigieux, professeur à l'Institut d'études politiques, ce qui rajoute du prestige au prestige initial, et lui a prétendument découvert que le terme islamophobie avait été forgé par les frères musulmans en Égypte. Gilles Kepel s'autorise là ce qui ne serait pas autorisé à un étudiant de M1 et M2, dans la mesure où une très rapide recherche sur Internet, il n'y a pas besoin de se plonger dans les entrailles de la BNF et des archives de l'ANOM à Aix-en-Provence, pour découvrir que le terme islamophobie est d'usage parfaitement courant à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et il n'est pas utilisé par des anticolonialistes ou impérialistes farouches, il est utilisé entre autres par un certain Maurice Delafosse, qui aujourd'hui est un nom inconnu à part de ceux qui s'intéressent à cette période, qui a été gouverneur général de l'Afrique occidentale française. Gouverneur général de l'Afrique occidentale, gouverneur général en général, c'est un poste extraordinairement prestigieux dans les colonies. Il est le fondateur, avec un de ses pairs, de l'ancêtre de ce qui existe encore aujourd'hui, à savoir l'Académie des sciences coloniales, puisque sciences coloniales il y a. Et c'est donc quelqu'un qui est à la fois un acteur de la conquête coloniale, un acteur de l'ordre impérial et colonial imposé dans les colonies, et en partie un théoricien de l'impérialisme français, pour le dire en ces termes. Et particulièrement rétif à la politique mise en œuvre, notamment au Maghreb français, nous sommes dans les années 1910-1920, au Maghreb français et en Afrique occidentale française, où, écrit-il, se met en place une politique islamophobe. Et il emploie le terme de façon tout à fait précise et claire, pour désigner donc une politique qui, faisant du musulman
ou imputant aux musulmans un certain nombre de traits comportementaux et de caractère, faisant de lui une menace quasi immédiate, pour ne pas dire existentielle, pour l'ordre colonial dans un premier temps et l'ordre métropolitain dans un second, l'ensemble justifie effectivement des politiques répressives particulièrement dures. Et j'y reviendrai parce que je ne me suis pas simplement intéressé aux représentations, mais également aux pratiques que ces représentations légitimes, et légitimes également des dispositions juridiques d'exception imposées d'abord à ceux qu'on appelait avec un mépris souverain les indigènes algériens. C'est pour ça que j'emploie l'expression indigène avec entre guillemets, parce que qualifier l'autre d'indigène, c'est lui signifier très clairement, dans la langue coloniale, qu'il n'est pas un citoyen français, qu'il n'est pas un semblable, qu'il n'est pas un égal, mais qu'il est un sujet français, au sens de assujetti à, privé des droits et libertés démocratiques fondamentaux, pas de liberté de la presse, pas de liberté de circulation, pas de liberté d'expression, c'est la règle, pas de droit de vote. À quoi s'ajoute toute une série de dispositions juridiques d'exception qui sont réunies dans un code trop souvent oublié, qui est le code de l'indigénat, qui a été algérien de 1875, qui a été la matrice juridique et répressive à partir de laquelle les autres codes de l'indigénat ont été élaborés et appliqués dans les autres territoires de l'Empire. Islamophobie donc, ce qui inquiète de la fosse, c'est à la fois les représentations, mais plus encore évidemment les politiques ou la politique coloniale que ces représentations légitiment, parce que, dit-il, a stigmatisé ainsi les musulmans, a déployé contre eux des moyens policiers, militaires, juridiques, d'exception, grand est le risque de les dresser plus encore contre la puissance coloniale et au fond d'en faire, c'est là les prophéties autoréalisatrices, en partie d'en faire effectivement des ennemis mortels de la France. À quoi répliquent ses adversaires qui utilisent pour disqualifier ceux qui tiennent ce langage qu'ils sont islamophiles. L'implicite de la proposition étant soit vous méconnaissez en partie ou totalement l'islam et les musulmans, soit vous êtes des naïfs perdus en raison de la fidélité à vos principes républicains et vous pensez qu'il est possible d'exporter les 10 principes dans les colonies françaises. Auquel cas, vous allez créer les conditions qui vont faire que la France, seconde puissance coloniale du monde, ce dont les républicains et les radicaux socialistes sont extrêmement fiers, puisqu'ils en sont les auteurs, vous allez contribuer à déstabiliser de façon extrêmement importante l'Empire et par conséquent la puissance européenne et mondiale de la France. Et au fond, islamophilie pourrait être considérée, quand on regarde les usages qui en sont faits à l'époque, comme l'ancêtre de cette accusation aujourd'hui proliférante qui court rues et plateaux, rédaction et micro, à savoir celle de islamo-gauchistes ou idiots utiles de l'islamisme. Ceci pour dire que déjà à l'époque, les polémiques sont très vives, très fortes. Dinet, par exemple, peintre français converti à l'islam, peintre orientaliste célébrissime à l'époque, distingue, lui, entre autres, et aussi, si je puis dire, 2 types d'islamophobie. Une islamophobie, précise-t-il, et sans doute pense-t-il, entre autres, et j'y reviendrai aux thèses de Renan, une islamophobie qu'il caractérise de pseudo-scientifique, et une islamophobie dont il est parfaitement conscient, il ne développe pas forcément beaucoup, mais dont il est parfaitement conscient, un certain nombre de ses contemporains avec lui, qu'elle est beaucoup plus ancienne, qu'elle a des fondements théologico-politiques, qu'elle s'est alimentée des guerres et des croisades, qu'elle s'est alimentée des épisodes, enfin qui ne sont pas des épisodes d'ailleurs, de la présence des Arabo-Berbères dans la péninsule ibérique pendant seulement 7 siècles, excusez du peu, et donc islamophobie cléricale, celle-là. Islamophobie pseudo-scientifique, pour reprendre l'expression employée par Dinet, parce que, effectivement, j'ai employé dans le titre le terme de représentation pour marquer mes distances
avec le corpus scientifique que j'ai parcouru. Pour les contemporains, Philippe, tu l'as cité, pour les contemporains, quand Ernest Renan écrit, prononce des conférences au Collège de France, ce ne sont pas des représentations qui s'expriment à travers sa bouche, moins encore des opinions. C'est la science avec un S majuscule qui parle. Renan jouissant effectivement à la fin du 19e et au début du 20e siècle d'une triple légitimité. Académique et universitaire, puisqu'il a accédé au sein des saints de la République, entre autres, ce n'est pas uniquement républicain, le Collège de France, qu'il y occupe une place éminente, d'autant plus éminente qu'il a été exclu du Collège de France par Napoléon III, et qu'il est perçu comme une victime et de l'Empire et des positions, disons, cléricales de Napoléon III. Il jouit d'une légitimité littéraire parce qu'il est pensé comme un très grand écrivain français et il est reçu à l'Académie française. Et enfin, il jouit d'une légitimité politique très grande parce qu'il est pensé comme l'un des pères spirituels de la Troisième République et qu'il a, comme on dit, l'oreille, entre autres, de Jules Ferry et d'un certain nombre de grands responsables de la République et de la République impériale, coloniale pour dire autrement. Il a d'ailleurs à ce point l'oreille de Jules Ferry que Jules Ferry lui emprunte la conception développée par Renan relative au type de régime qui doit s'appliquer dans les colonies, puisque Ferry estime, comme Renan, mais comme l'écrasante majorité des responsables politiques de l'époque, des universitaires, des juristes, des ethnologues, j'y reviendrai, que les libertés démocratiques et les principes républicains ne peuvent évidemment pas s'appliquer dans les colonies, en raison de l'infériorité ethnico-raciale des indigènes, en raison des particularités des indigènes musulmans, et que le seul régime adéquat à ces circonstances et aux conditions qui sont celles des colonies, c'est, je cite Ferry citant Renan, le régime du bon tyran. Ça a au moins le mérite de la clarté. Tyrannie, certes, eu égard à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais bonne tyrannie, bien sûr, c'est comme le despotisme éclairé, parce que cette bonne tyrannie, en assurant l'ordre et la sécurité dans les colonies, va créer les conditions indispensables et nécessaires qui n'existaient pas antérieurement en raison des affrontements réitérés des Arabes d'un côté, des nègres entre guillemets de l'autre, va donc créer les conditions indispensables et nécessaires au progrès collectif et individuel des dites colonies en assurant l'ordre et la sécurité des biens et des personnes. C'est pourquoi cette tyrannie est effectivement telle du point de vue de l'appréciation de la caractérisation du régime, mais peut évidemment être considérée comme bonne, puisqu'elle va permettre, comme cela va être théorisé plus tard, mais les choses sont déjà là, en partie là, cela va permettre, le grand thème de la Troisième République, surtout après la Première Guerre mondiale, cela va permettre la mise, expression de la langue coloniale officielle, cela va permettre la mise en valeur des colonies, de laquelle, évidemment, mise en valeur des colonies, en raison même de l'extraordinaire, bien sûr, générosité des républicains de la Troisième République, va bien sûr bénéficier aux indigènes. Pas qu'à eux seuls, mais évidemment aux indigènes à qui la Troisième République, dans son infinie générosité, est supposée apporter les lumières de ses connaissances et de sa science, par la grâce de l'école, les lumières de sa médecine et de son hygiène coloniale par la grâce des hôpitaux, et évidemment les avantages et les bénéfices de ces infrastructures par la grâce de la construction des routes et des chemins de fer, dont on oublie, petit bémol, pour ceux qui utilisent aujourd'hui cet argument, que globalement la quasi-totalité des infrastructures dans les colonies ont été construites par le recours au travail forcé, dont il faut préciser dans les colonies qu'il n'était pas un travail forcé imposé à des hommes et des femmes qui avaient commis un délit ou un crime, et qui était à ce titre frappé d'une peine privative de liberté à laquelle s'ajoutait une peine infamante du travail forcé. Ça, c'était les règles, les dispositions pénales applicables en France métropolitaine. Le travail forcé dans les colonies s'appliquait à l'ensemble des populations civiles, hommes, femmes et mineurs, parce qu'on ne faisait pas beaucoup de détails, indépendamment de tout comportement délictuel ou criminel. Renan, je ne l'ai pas oublié en chemin, contrairement à ce que vous pourriez penser. Donc, comme Renan parle, c'est la science qui s'exprime.
Ce qui permet de comprendre qu'on a affaire là, et l'adjectif me paraît être à la fois indispensable et peser très lourd pour comprendre ce qui a été en partie suggéré par Philippe il y a un instant. Il s'agit effectivement bien d'une islamophobie élitaire et savante parce qu'élitaire. Ce qui permet de comprendre son extraordinaire diffusion horizontale et la constitution de ce que j'ai appelé au fond l'avènement d'un rénanisme, c'est-à-dire de spécialistes qui peuvent être des historiens, des géographes, des spécialistes de la psychologie ethnique, la célébrissime école de psychiatrie d'Alger. Ils peuvent être des ethnologues, ils peuvent être des sociologues, puisqu'à l'intérieur de la sociologie va surgir une sous-discipline, non pas le sous ne désignant pas une discipline secondaire, mais une spécialité à l'intérieur une sociologie dite coloniale, dont les producteurs, auteurs, qui souvent occupent des places académiques éminentes, vont s'inscrire, reprendre à leur compte, parfois amender, parfois préciser les thèses développées initialement par Renan. Diffusion horizontale toujours, je n'oublie pas ce champ, qui est un champ très important, aujourd'hui disparu parce qu'il s'est effondré avec l'Empire, qui est celui de la littérature dite coloniale, c'est-à-dire de la littérature qui prend pour objet les colonies et les colonisés, qui est un champ littéraire très vaste, dans lequel se retrouvent des écrivains et des écrivaines parfois qui ont un succès colossal. Certains tirent à 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires. C'est une littérature coloniale qui est une littérature aussi populaire. Et un certain nombre de romanciers font, alors là, parfois tout à fait explicitement référence à Renan, et au fond, leur roman se présente comme une sorte de mise en récit des thèses de Renan. Une sorte de rénanisme incarné par, j'allais dire des personnages, mais qui sont au fond des stéréotypes. Enfin, quand on les lit aujourd'hui, ça nous apparaît comme tel. Diffusion horizontale, donc, très importante et très longue. Les références à Renan perdurent pendant toute la Troisième République, on en trouve encore sous la Quatrième et sous la Cinquième, et, pour faire la filiation avec l'islamophobie contemporaine, pour ceux qui fréquentent, j'y suis hélas parfois contraint, le Figaro en général et les chroniques laborieuses, répétitives, obsessionnelles d'Yvan Rioufol, qui peut parler d'à peu près tout et n'importe quoi. Il arrive à caser, bien sûr, l'islam, les quartiers populaires et le communautarisme. Enfin, vous le faites parler de la conquête de la Lune, ça s'achève en général sur ce type de propos. Bref. Et Yvan Rioufol fait explicitement référence à un discours de Renan. Alors, comme il est éditorialiste, lui, il n'a pas besoin de vérifier ses propos. Il se trompe simplement sur la date, mais c'est pas très grave. Passons. Et il fait explicitement référence aux thèses de Renan, et on voit bien quelle est la figure rhétorique derrière. C'est au fond de lester les diatribes islamophobes de Rioufol d'un vernis scientifique, l'implicite étant, moi, modestement, Yvan Rioufol, au fond, je ne fais que reprendre des thèses qui sont celles de ce très prestigieux Ernest Renan, l'implicite encore de l'implicite étant, au fond, on vous l'avait bien dit, ou plus exactement, Renan vous l'avait bien dit. Et moi, je ne fais que reprendre cela. Diffusion horizontale, donc diffusion verticale cette fois-ci pour désigner les efforts éditoriaux, publics parfois aussi, puisque ça concerne le ministère de l'Instruction publique, qui ont été faits très rapidement pour rendre accessible au plus grand nombre et auprès d'un lectorat beaucoup plus vaste que les spécialistes, les thèses de Renan. Grand dictionnaire du XIXe siècle, 1869, Pierre Larousse. Je rappelle que l'ambition de Pierre Larousse, c'est pas rien, puisque l'objectif de la publication du Grand Dictionnaire du XIXe siècle est rien moins que de poursuivre l'œuvre des encyclopédistes, en partant du constat que l'encyclopédie a marqué un temps évidemment absolument essentiel, mais de synthèse du savoir de l'époque,
qu'une partie de ses savoirs et de ses connaissances ont été invalidés par le progrès des connaissances scientifiques et l'irruption des sciences humaines, et par conséquent, il est indispensable, par la grâce du grand dictionnaire du XIXe siècle, de fournir aux hommes et aux femmes, moins aux femmes, mais peu importe, la substantifique moelle des savoirs qui ont été développés. Et donc, dans le chapitre, ou plus exactement l'article intitulé « Islam », l'auteur anonyme, je pense que c'est Pierre Larousse, mais je n'en sais rien parce qu'il est anonyme, donc je n'ai pas fait de recherche particulière sur l'auteur de l'article, fait explicitement référence à Renan, et pour plus encore attirer l'attention du lecteur sur ce qu'il pense être la nouveauté et la justesse des thèses de Renan, mais en miroir des thèses de Renan, fait référence à un certain nombre de spécialistes et d'orientalistes de son temps, et conclut que ces orientalistes-là, qui étaient très connus à l'époque, sont invalidés par les thèses de Renan, et c'est bien cela qu'il s'agit de faire entendre. Donc, diffusion auprès d'un lectorat, là, encore une fois, beaucoup plus vaste, et on retrouve dans un certain nombre de manuels validés par le ministère de l'Instruction publique, donc par l'État. Il s'agit là donc d'une institution on ne peut plus étatique et publique. Il s'agit là aussi d'une mutation du point de vue de l'islamophobie, élitaire, savante, qui, par la grâce de ces manuels, entend être, au fond, populaire, pour le dire en ces termes, puisqu'on retrouve effectivement dans un certain nombre de manuels validés par le dit ministère de la Troisième République. Alors, le nom de Renan n'est pas forcément cité, mais l'essentiel de ces thèses sont présentées de façon pédagogique, puisqu'on trouve à peu près toutes les thèses structurant la pensée de Renan. Évidemment, l'islam étant par essence réputé être une religion de guerre, l'islam étant réputé être par essence une religion hostile au libre usage de la raison, l'islam étant réputé être par essence une religion hostile au progrès des sciences et des techniques, et, alors pas forcément dans les manuels, mais dans le dictionnaire de Larousse à l'article femme, l'islam étant pensé par essence comme une religion hostile à l'émancipation féminine. Ce qui, soit dit en passant, est assez piquant de la part des responsables de la Troisième République et de ceux qui sont, si je puis dire, sont les têtes pensantes de la dite République, dans la mesure où cette Troisième République n'a pas seulement été coloniale, n'a pas seulement été raciste, elle a été aussi violemment sexiste, et avec des fondements lourds et philosophiques. Alfred Fouillé, pour ne pas le nommer, qui a écrit des textes remarquables sur, évidemment, l'infériorité naturelle des femmes, s'appuyant sur les thèses de Broca un peu antérieurement. Donc une diffusion verticale, cette fois-ci, qui a longtemps perduré, et l'ensemble donc permettant de comprendre effectivement le surgissement, la permanence sur une longue période de ce rénanisme très puissant, perçu, et j'insiste un peu là-dessus, je reprends le concept à Michel Foucault dans un cours qu'il a fait au Collège de France, où Michel Foucault utilise le concept de régime de vérité. En précisant ceci, rapidement, pour préciser ce que Foucault entend par régime de vérité, ce n'est pas la vérité avec un V majuscule. Ce que Foucault vise par là, c'est au fond ce que, dans une période donnée, à un moment donné, dans une conjoncture donnée, qui est scientifique, en l'occurrence ethnologique, sociologique, historique, ce qui est tenu pour vrai par les contemporains. Et je crois que c'est très important d'insister là-dessus, sur le fait qu'effectivement les thèses de Renan sont tenues pour vrai par ses contemporains, le rénanisme est tenu pour vrai par ses contemporains, oui, même si un certain nombre de textes ont été produits critiques de Renan, et parfois très violemment critiques. Très violemment critique d'un point de vue méthodologique, c'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce texte, quelqu'un dont j'ignorais totalement l'existence, qui est un certain Charles Missner, totalement méconnu aujourd'hui, mais qui est sans doute la réponse la plus dévastatrice aux thèses de Renan, dans un petit opuscule qui fait 15 pages, où Missner, d'une part, attaque Renan du point de vue de la méthode qui est la sienne, et attaque Renan aussi du point de vue
des exemples historiques que Renan est appelé à mobiliser. Il y a d'autres textes. Ceci pour dire, non pas pour faire croire que ce régime de vérité serait absolument hégémonique, qu'il aurait tout écrasé. Il n'a pas tout écrasé. Il y a évidemment des espaces dans lesquels ce régime de vérité ne produit pas d'effet. Mais ceci pour souligner que sa puissance est telle que, en dépit entre autres de ce texte de Charles Missner, ce texte ne produit strictement aucun effet immédiat sur la puissance du dit régime de vérité. Il est très intéressant aujourd'hui parce que ça permet de mesurer comment, dans certains cas, et marginalement, les thèses de Renan ont été reçues et très rapidement et très radicalement critiquées. Mais du point de vue de la puissance de ce régime de vérité et de sa permanence sur la longue durée, ces critiques ont été absolument vaines. Longtemps, non pas je me suis couché de bonne heure, mais longtemps j'ai cru, parce que les analyses et la chronologie me paraissaient fondées et permettent au fond un découpage qui était assez satisfaisant pour l'esprit. Longtemps j'ai cru en effet qu'au fond la scansion était la suivante, fin 19e, début du 20e siècle, surgissement d'un racisme scientifique, sur un fondement de type anthropologique, et à l'intérieur de l'anthropologie, une discipline où les anthropologues français ont joué un rôle absolument déterminant en France et plus généralement en Europe. Broca cité tout à l'heure, puisque Broca est l'inventeur à l'intérieur de l'anthropologie d'une sous-discipline, mais très importante, qui est donc la craniologie ou la phrénologie, à ce point importante d'ailleurs que, là aussi, régime de vérité, les thèses de Broca sont perçues comme l'expression la plus chimiquement pure de l'avancée de l'anthropologie physique. Et à preuve, si j'ose dire, c'est que si vous vous promenez du côté du Jardin des Plantes, il y a une rue Broca. Et donc la République reconnaissante a reconnu celui-là comme un très grand scientifique. Broca, en effet, répond à deux questions pendantes depuis fort longtemps. Un, la première question pouvant se formuler ainsi, pourquoi les nègres, entre guillemets, sont-ils inférieurs aux blancs? C'est une vraie question, assurément, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de sang, à laquelle Broca apporte une réponse qu'il pense définitive et que ses contemporains aussi. La réponse définitive est celle-ci. Une étude statistique du cubage des crânes comparatif entre les crânes des hommes blancs et des nègres, hommes, aboutit à cette conclusion. Alors évidemment, aujourd'hui, quand on dit ça, on est obligé de le dire avec un sourire. En général, les gens sourient, sauf qu'à l'époque, personne ne sourit. La chose est pensée comme une vérité scientifiquement établie. Et la comparaison, l'issue des recherches de Broca est celle-là. La cause de la infériorité est évidemment liée à ceci, que le cubage des crânes des nègres sont inférieurs à celui des blancs. Fort de cette découverte, qui permet là de répondre, Broca pense-t-il, de façon définitive à la question formulée à l'instant, Broca, mais d'autres contemporains, se posent la question de savoir pourquoi les femmes sont inférieures aux hommes. Et donc, ni une ni deux, Broca poursuit ses recherches, et fort de son centimètre et de son pied à coulisses, se livre à peu près aux mêmes recherches et arrive à des conclusions identiques. Ce qui permet à Alfred Fouillé, grand philosophe devant l'Éternel, si j'ose dire, de reprendre les thèses de Broca et de considérer effectivement que, alors lui il le fait d'un point de vue philosophique, que les femmes, comparativement à nous les hommes, jouissent d'une raison moins puissante que la nôtre, et que par ailleurs, elles sont affectées par des passions autrement plus fortes. Et évidemment, la conjonction des deux, c'est une raison moins puissante pour maîtriser leurs passions. C'est la conclusion philosophique de Fouillé, la conclusion étant, les femmes sont, du point de vue de l'usage de la raison, du point de vue de leur rapport aux passions, des mineurs. Conséquence de cette affaire, mineurs dans l'ordre de l'usage de la raison, elles doivent évidemment l'être dans l'ordre civil et politique. CQFD. Irruption donc du racisme scientifique dont on connaît les avatars, sous la 3e, la 4e et éventuellement la 5e République. Enfin, disons sur la 3e. Et arrive ce qui se produit, la destruction des Juifs d'Europe, qui fait qu'après 1945, effectivement,
en ethnologie en tout cas, pas dans toutes les disciplines, parce que de ce point de vue-là, les ruptures ne produisent pas des effets synchrones dans toutes les disciplines, mais au moins en ethnologie, et rendons-lui grâce, notamment en raison de la publication par Claude Lévi-Strauss de Race et Histoire, il devient impossible de recourir à la catégorie de race. Un certain nombre de sociologues vont par contre continuer à utiliser la catégorie, un certain nombre de psychiatres ethniques de l'école de psychiatrie d'Alger vont continuer à le faire jusque dans les années 1950. Même plus loin, dans un rapport, c'est un rapport, le rapport fait 150 pages. Ce n'est pas un petit opuscule écrit sur un coin de table à la va-vite. L'auteur de ce rapport est un plus grand spécialiste de la psychologie ethnique des années 1950. Ce rapport lui est commandé par l'Organisation mondiale de la santé, agence officielle de l'ONU. Le titre du rapport s'appelle « Pathologie et psychopathologie de l'Africain » avec un A majuscule et évidemment au singulier. Et on retrouve toute une série de thèses où celui-là mobilise des critères ethnico-raciaux, des critères civilisationnels, dirait-on aujourd'hui, des critères religieux, pour rendre compte et du noir et de l'arabe musulman. Reste que, effectivement, nonobstant ces permanences, surgit après 1945 ce que Pierre-André Taguieff, entre autres, mais d'autres considèrent comme étant, au fond, l'avènement d'un racisme différentialiste, culturaliste, qui abandonne, pour les raisons susdites, le recours à des catégories ethnico-raciales pour mettre l'accent, non pas sur les catégories ethnico-raciales, mais sur la civilisation, sur la culture et, bien sûr, sur la religion. Longtemps, j'ai cru que ces analyses et cette chronologie étaient justes. Et je pense qu'elle doit être fondamentalement remise en cause, notamment parce que, en même temps que surgit effectivement un racisme anthropologique et un racisme scientifique à la fin du 19e et au début du 20e siècle, surgit cette islamophobie savante, et elle surgit là, moins pour des raisons de légitimation de la conquête de l'Empire. Ça repose, je crois, sur une idée qui me paraît complètement fausse, qui est de croire que il est possible de concevoir un projet politique d'ampleur sans disposer des représentations qui le légitiment. Autrement dit, les légitimations ne sont pas des légitimations qui surgissent a posteriori et dans l'après-coup d'une action. Une action politique d'ampleur, elle doit toujours, avant même de se penser comme action et de se déployer comme action, être pensée comme légitime par ceux qui l'ont conçue, par ceux qui s'apprêtent à la conduire et en partie par ceux qui la soutiennent. Bref. Surgissement donc de l'islamophobie savante, et moins pour des questions de légitimation que pour rendre compte d'un problème que se posent les contemporains, qui est au fond le suivant. Ils sont convaincus effectivement que les caractéristiques ethnico-raciales sont indispensables pour rendre compte de la situation particulière du nègre dans la hiérarchie du genre humain. C'est nécessaire pour rendre compte de la situation du nègre dans la hiérarchie du genre humain, assurément, mais se pose un problème dans le cas de l'arabe berbère musulman, c'est que ces caractéristiques ethnico-raciales, si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes pour rendre compte de façon aussi précise et complète que possible des caractéristiques de ceux-là, arabes ou berbères musulmans. D'où la nécessité, et là c'est une nécessité qui pour eux est d'abord et avant tout portée par un véritable souci de connaissance, d'où la nécessité de mobiliser ce qu'on appellerait aujourd'hui la variable religieuse. Donc, relativement à cela, arabe, berbère, musulman, la distinction disparaissant relativement rapidement au profit de l'équation arabe égale musulman, même si les spécialistes sont évidemment conscients qu'il y a des populations qui ne sont pas arabes, qui ont été islamisées. Et donc le recours à cette variable religieuse pour rendre compte de ce qu'ils sont, de leur manière d'être, de leur rapport au monde, singulièrement rapport au monde caractérisé par... alors,
le fanatisme d'un côté, dont les résistances à la puissance coloniale sont supposées témoigner, pour ce qui est de l'immédiate conjoncture, dont les guerres et l'opposition aux croisades sont supposées également témoigner, dont évidemment l'avancée catastrophique des mêmes dans ce qui est supposé être la France, heureusement arrêté par Charles Martel témoigne bien sûr. Donc fanatisme et lié évidemment à ce fanatisme, la menace existentielle donc, qui porte sur l'ordre colonial. Les mêmes pensent que l'arabe musulman est parfois fanatique, mais qu'il est aussi plus souvent fataliste, en raison des croyances qui sont les siennes et de représentations qu'il se fait du rapport à Dieu et du rapport au monde. La conséquence, pour aller à l'essentiel de ce fatalisme, étant la paresse imputée à l'arabe musulman. Il y a des passages merveilleux de Flaubert, qui, voyageant en Tunisie et en Algérie, écrivant pour le Gaulois, oppose le sillon sinueux, peu profond, paresseux, en un mot, du paysan arabe, qui évite les mauvaises herbes, au sillon droit, profond, rectiligne de notre paysan qui, lui, évidemment, sait mobiliser un rapport au monde, une technique, des pratiques qui lui permettent effectivement de, pour reprendre cette phrase célèbre, de s'imposer comme maître et possesseur de la nature. Là où l'arabe musulman ne fait qu'effleurer la terre et par conséquent est incapable justement de la mettre en valeur. Ça peut paraître anecdotique, ça ne l'est pas du tout, parce que le fait que l'arabe musulman soit paresseux et affecté de toute une série de caractéristiques négatives relativement à la mise en valeur est au principe de ce qui va légitimer les privations des terres. Dans la mesure où un certain nombre de juristes, et ils théorisent, et ça va légitimer ces dépossessions, estiment que la propriété est moins fondée sur la permanence de la présence que sur la capacité de ceux qui occupent ces terres justement à les mettre en valeur. Fort capable de mettre ces terres en valeur, ça légitime la propriété. Peu ou pas du tout capable de mettre ces terres en valeur, alors il n'y a pas à proprement parler de propriété, il n'y a que de possession. Et cette possession, elle peut être détruite par, évidemment, les colons, la race blanche, qui, elle, sait, en raison de sa supériorité intellectuelle, morale, scientifique et technique, est la seule capable, justement, de mettre en valeur ces territoires. S'ajoute à cela toute une série de caractéristiques négatives qui contribuent là aussi à accroître la dangerosité du musulman. Dangerosité sanitaire, parce que le musulman est réputé porteur de toute une série de maladies particulièrement contagieuses, et notamment de maladies du pauvre, entre autres la tuberculose, mais beaucoup plus grave, parce que beaucoup plus insidieux, parce que ça a à voir avec la reproduction, parce que ça a à voir avec la pureté du sang. L'arabe musulman se voit imputer une syphilis d'un genre très particulier, identifiée par un médecin, je cite, comme syphilis arabe. Évidemment, celle-là, syphilis exotique, est infiniment plus pernicieuse et dangereuse que la bonne syphilis de chez nous, si j'ose dire. Et d'où la dangerosité sanitaire individuelle et collective, et évidemment morale aussi, de l'arabe musulman, qui risque de contaminer nos femmes dans les colonies, et plus encore de contaminer nos femmes en métropole, lorsque, après la Première Guerre mondiale, la France, pour des nécessités de la reconstruction, pour des nécessités démographiques, en raison de la terrible saignée de la Première Guerre mondiale et de la grippe espagnole, je veux dire, le bilan c'est environ 1 800 000 pères hommes, principalement, qui manquent à l'appel, parce qu'il faut ajouter aux 1 400 000 morts de la Première Guerre mondiale, 400 000 morts de la grippe espagnole. Et donc, on va faire appel très massivement à une émigration coloniale, ce que j'appelle les colonisés émigrés, et entre autres à une émigration nord-africaine, qui, présente en France, va assez rapidement être pensée comme posant toute une série de problèmes.
Liberté de circulation pour cela entre les départements français d'Algérie et la métropole, accordée juste avant la Première Guerre mondiale pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la générosité des dirigeants de la Troisième République, mais avec des motifs tout à fait militaires et pratiques. Elle perdure après la Première Guerre mondiale. C'est difficile, effectivement, après avoir demandé aux indigènes qui n'étaient pas citoyens d'aller se faire tuer dans les tranchées pour la défense de la patrie, de leur retirer un certain nombre de droits, de ce droit en particulier qui leur avait été accordé. Bon. 1924, tournant, pour des raisons de dangerosité sanitaire, pour des raisons de dangerosité liées à l'ordre public en France, et notamment un crime particulièrement spectaculaire qui a eu lieu dans le 15e arrondissement, où très vite le fait divers se transforme en un fait politique. S'étant transformé en un fait politique, le ministre de l'Intérieur est pris à partie pour déjà sa négligence, son laxisme, merci, sa naïveté à l'endroit des émigrés nord-africains. Et évidemment, pour répondre à ce procès intenté, la Troisième République décide donc d'imposer aux colonisés et immigrés toute une série de dispositions pour venir désormais en France. Parmi ces dispositions, il y a la détention d'un contrat de travail, la production d'un pécule pour rapatriement dans la colonie d'origine et la production d'un certificat médical attestant que le colonisé et immigré en question n'est pas porteur de maladie contagieuse. Parenthèse, je rappelle qu'au moins 2 de ces dispositions sont aujourd'hui présentes dans le Code sur l'entrée et le séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, puisqu'effectivement, les étrangers non ressortissants des États membres de l'Union européenne doivent, pour rentrer régulièrement sur le territoire de la France et de l'UE en général, produire un passeport en bonne et due forme, être titulaire d'une carte bancaire ou d'une somme d'argent permettant leur rapatriement dans leur pays d'origine, un contrat de travail et éventuellement aussi, dans certains cas, un certificat médical. Permanence d'un droit d'exception. Dangerosité morale aussi, et là c'est une vraie découverte, surtout dans le contexte actuel où l'islam au singulier, soyez en passant, je ne sais pas très bien comment est-ce qu'on peut parler de l'islam au singulier, étant donné le caractère extraordinairement schismatique de cette religion, mais fermons la parenthèse, étant donné les représentations qui courent aujourd'hui sur l'islam, réputé être hostile à la sexualité en général et à l'homosexualité en particulier, il se trouve que les textes que j'ai parcourus, ceux des médecins et des médecins légistes, ceux des psychologues ethniques, ceux d'un certain nombre d'historiens, nous font découvrir une représentation de l'islam exactement inverse. L'islam comme étant une religion qui favorise l'hypersexualité, versus, évidemment, la glorieuse et civilisation chrétienne, qui repose, elle, sur la contention des pulsions sexuelles, bienvenue en l'occurrence, pour la préservation de la moralité des femmes, des hommes et des enfants, et pour évidemment souder cette famille au sein de laquelle ces valeurs sont évidemment reproduites. L'islam comme favorisant une hypersexualité en raison de la polygamie, entre autres. Puisque celui qui est polygame, pardonnez-moi, mais doit évidemment satisfaire plusieurs femmes, ce qui témoigne de l'hypersexualité de celui-là. Et la polygamie est à la fois la cause d'une hypersexualité et la cause de sexualité coupable. Parce que, en raison de la polygamie, un certain nombre d'hommes et d'hommes pauvres sont évidemment privés de l'accès aux femmes. Et étant privés de l'accès aux femmes, alors même qu'ils sont affectés par une hypersexualité, ils vont se tourner vers une sexualité que je ne saurais nommer, évidemment, c'est-à-dire se tourner vers leurs semblables sexuels et donc favoriser le développement d'une homosexualité proliférante, masculine celle-là. Par ailleurs, la polygamie, et je vais finir là-dessus, Voilà. presque, favorise aussi l'homosexualité féminine.
l'horrible saphisme supposé se développer dans les maisons, les appartements, lorsque le maître de la maisonnée est absent, et où, encore une fois, pour satisfaire leurs désirs insatisfaits et satisfaire cette hypersexualité, les femmes, là aussi, s'adonnent à des attouchements coupables. L'ensemble, donc, faisant du musulman cet être tout à fait singulier à qui est donc imputé toutes ces caractéristiques négatives qui en font donc un ennemi mortel. Le titre est entre guillemets parce que c'est une citation, bien sûr. Et un ennemi mortel non pas seulement dans les colonies, mais évidemment aussi un ennemi mortel en métropole et jusqu'au déclenchement de la guerre d'Algérie, dans la mesure où un certain nombre de textes rédigés, entre autres par un professeur à l'école libre des sciences politiques, mais après 1945, ça s'appelle l'Institut d'études sciences politiques rue Saint-Guillaume, école très prestigieuse, faut-il le rappeler, puisque ce professeur à l'école libre des sciences politiques, dans le cadre de la guerre d'Algérie, est amené lui aussi pour rendre compte de l'extraordinaire violence des terroristes algériens à mobiliser, là aussi, là encore, non pas seulement des caractéristiques ethnico-raciales, mais évidemment à mobiliser la variable religieuse pour rendre compte des modalités très particulières de cette violence et notamment de la pratique, bien sûr, des égorgements. Le mieux, ce serait de trembler, parce que à ce régime de vérité a succédé à un autre régime de vérité, et donc il faut trembler devant notre capacité à toujours réinventer des choses monstrueuses. Peut-être que dans 100 ans, nous jugerons que des choses très monstrueuses dans ce que nous disons. Donc je pense qu'il faut trembler plutôt face à ce que nous paraît cette bêtise d'il y a un siècle seulement, faite au nom des Lumières, faite au nom de la Révolution, faite au nom de la République. Nous devrions être pris d'un tremblement plutôt que d'un rire. Et là, je pose cette question parce que tu es revenu dans ta conclusion. C'est un chapitre très riche, je crois, dans ton livre. C'est le chapitre sur la sexualité, qui, à mon avis, illustre bien cela. C'est-à-dire, quand même, en 60 ans, nous, les Occidentaux, avons été dire aux gens la facilité du divorce chez vous, de la répudiation, l'hypersexualité, l'homosexualité, c'est monstrueux. Nous allons vous aider à avoir des lois interdisant l'homosexualité, interdisant le divorce et la répudiation, etc. Et aujourd'hui, 70 ans après, on vient les voir en leur disant « Mais c'est monstrueux les lois que vous avez contre l'homosexualité, les lois que vous avez contre le divorce, alors que c'est nous qui les avons imposées, ces lois, en Inde, en Égypte, en Tunisie, au Maroc. Tout ça, c'est des lois françaises ou anglaises. Et aujourd'hui, donc, on vient... Donc, d'une certaine manière, on apparaît vraiment comme des hypocrites de première, quoi. Puisque les thèses qui nous semblaient... Il y a 70 ans, on allait développer chez ces gens-là des thèses en leur disant voilà ce qu'il faut faire. 70 ans après, on leur dit non, non, vous êtes monstrueux d'avoir... C'est monstrueux que vous avez ces lois. C'est pour ça que cette question me semble très aiguë et j'ai toujours été très gêné par le type de bataille. En gros, je suis évidemment pour les droits des homosexuels partout dans le monde, mais en même temps, je me dis attention à la façon dont on se bat là-dessus. Parce que c'est nous qui souvent avons fabriqué les lois anti-homosexuelles partout dans le monde. Donc attention maintenant dans la façon dont on va dans ces pays-là, en leur refaisant à nouveau la leçon au nom d'un nouvel lumière, éclaircissement, etc. Et donc je dis, comment pouvons-nous aborder ces questions, non pas en riant, mais en tremblant à chaque fois de ce que nous sommes capables de faire aux autres. Il faudra que vous me réinvitiez. Comment ? J'ai dit, il va falloir que vous me réinvitiez pour que je puisse répondre à l'ensemble des questions posées. Je finirai simplement rire jaune. Parce qu'effectivement, je pense que dans 40, 50, 60 ans, quand des historiens, des politistes, des philosophes s'intéresseront à la période qui est la nôtre, je pense qu'ils éprouveront à peu près le même sentiment que j'éprouve en lisant un certain nombre de textes, d'articles, de journaux sur ce fait divers surgi dans le 15e arrondissement auquel je faisais tout à l'heure référence. C'est-à-dire
la disproportion stupéfiante entre un acte, l'interprétation de cet acte et l'inscription de cet acte dans toute une série de représentations qui fait que, encore une fois, cet acte relativement banal, s'il avait été commis par un bon Gaulois bien de chez nous, serait purement resté au stade de fait divers et aurait débouché sur 3-4 lignes dans un journal. Et là, parce que c'est un arabe, parce que c'est un musulman, l'affaire devient une affaire d'État. Et une affaire d'État qui produit des effets extrêmement importants parce que ça débouche, encore une fois, sur une modification de la législation. Et donc, quand dans 50 ou 60 ans, ceux qui viendront s'interrogeront sur ce qu'il faut bien appeler, je ne vais pas employer le terme parce qu'il est terriblement connoté, mais après tout, employons-le en ajoutant cette précision, étant donné le nombre d'hommes qui s'énervent sur le voile, qu'au fond, ils font la démonstration remarquable que l'hystérie n'est pas simplement une maladie féminine et qu'elle est fort bien partagée par les hommes. Bon. Donc, sur l'importance accordée au voile, je veux dire, là aussi, là encore, je pense qu'effectivement, cela, nous observerons d'un œil singulier en se demandant comment une pareille conjoncture a été possible et comment il n'a pas été possible de lutter efficacement contre une pareille conjoncture. Enfin bref. Je vais essayer de répondre aux questions dans l'ordre dans lequel elles m'ont été posées. Alors je ne connaissais pas l'anecdote relativement à Hollande. Je ne pense pas que ça soit la vie de Jésus parce que le texte est fort long et fort ennuyeux. Je pense qu'au contraire, ça doit être ce grand texte canonique de Renan qui est pensé comme le texte fondateur de la République et de la nation. Qu'est-ce qu'une nation? Évidemment. Ce plébiscite de tous les jours, bien sûr. Plébiscite de tous les jours, c'est-à-dire que tous les jours, il faudrait évidemment réaffirmer qu'on est bien de cette nation qu'on l'aime. Mais bien sûr. C'est sans doute pour ça que Cazeneuve peut dire « il faut absolument que les musulmans donnent des signes de l'amour de la République ». Stupéfiant de proposition. L'implicite de l'affaire étant au fond quoi? C'est extraordinaire de ce point de vue-là, la puissance du langage et la puissance de l'impensé. L'implicite de l'affaire étant au fond que les musulmans seraient en France comme une sorte de corps étranger dans la nation, mais pas de la nation. Et que, étant un corps étranger dans la nation, mais pas de la nation, il faudrait donc, ceux-là et celles-là, qu'ils soient français ou étrangers, qu'ils plébiscitent quotidiennement la République et ses beautés, celle-là même qui, lorsqu'elle fut impériale, les a ainsi traités, et celle-là même qui ne cesse de les stigmatiser en tant que le voile serait susceptible de faire s'effondrer le double pilier républicain et de la laïcité. Stupéfiant. Donc c'est sans doute ça, et où, parce qu'en général le texte est publié avec, bien sûr, qu'est-ce qu'une nation et la réforme intellectuelle de la France. Sublime texte, dans lequel Renan se pose comme l'un des grands théoriciens de l'impérialisme français, puisqu'il construit cette alternative ainsi... alors je trahis la lettre, je ne trahis pas l'esprit, puisqu'il dit au fond, une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme. Et rappelez que pour les hommes de la Troisième République, la Révolution, ce n'est pas un spectre évanescent et lointain. C'est un spectre qui leur a mordu la nuque. Chauffer les fesses. Oui, chauffer les fesses, comme dit Philippe, et qui les obsède. Et la Troisième République est évidemment en partie une réponse à cette affaire, et la République impériale est assurément une réponse à cette affaire. Je pourrais citer et ajouter celui qui est au panthéon des Républicains, Victor Hugo, qui est dans un discours célèbre pour l'abolition de l'esclavage, en présence de Victor Schœlcher, tient à peu près son langage, magnifique discours, avec toute la rhétorique, la verve hugolienne, où il dit prenez l'Afrique, cette terre qui n'est à personne, et où, là aussi je trahis la lettre, mais je trahis la lettre, mais pas l'esprit, et où nous pourrons transformer nos prolétaires en propriétaires. Et donc, la coloniale comme l'une des réponses apportées au spectre de la sociale avec un S majuscule. Islamophobie et antisémitisme, pour ce qui est de la période fin 19e, 3e République, etc., là, oui, les analogies structurelles discursives sont très, très importantes.
notamment sur la question de la sexualité, et notamment sur la question de l'homosexualité, où effectivement Pierre Birnbaum l'a montré dans son ouvrage qui s'appelle « Le mythe de la République juive ». Il faudrait d'ailleurs écrire maintenant un ouvrage qui s'appelait « Le mythe de la République musulmane ». Birnbaum donc l'a montré dans cet ouvrage qui s'appelle « Le mythe de la République juive », où l'un des ressorts rhétoriques mobilisés par les antisémites de l'époque, et entre autres l'imputation aux juifs, entre guillemets, de caractéristiques homosexuelles. Et au-delà de l'homosexualité, ce n'est pas simplement l'homosexualité, c'est l'imputation aux juifs de caractéristiques féminines, quand bien même cela ne débouche pas sur l'homosexualité, avec le risque évidemment d'une efféminisation de la France. Et on trouve à peu près la même chose dans la proscription à la fois morale, pratique, du musulman comme hypersexuel et homosexuel. C'est non seulement il risque, lorsqu'il est hétérosexuel et syphilitique, de contaminer les femmes, mais lorsqu'il est syphilitique et homosexuel, il va contaminer les hommes. Mais au-delà des hommes qu'il va contaminer à la fois sur le plan sanitaire et moral, il va porter atteinte, évidemment, à la masculinité de ces mêmes hommes et porter atteinte donc à un pilier de la famille, un pilier de la société, porter atteinte à ce citoyen soldat tant mis en avant par la Troisième République. Travail forcé. Alors, précision. Au Maghreb français, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, c'est moins le recours au travail forcé que le recours à la corvée. Et effectivement, tu as raison, des prolétaires européens ont été mis à trimer pour la construction des infrastructures. Pour des raisons qui sont directement liées et analysées par les spécialistes de la géographie et les spécialistes de l'hygiène coloniale, les médecins, qui est au fond lié à ceci que le Maghreb français, pour des raisons entre autres climatiques, fondamentalement climatiques, pas exclusivement, mais fondamentalement climatiques, ces colonies peuvent être des colonies de peuplement parce que l'Européen peut s'y acclimater, parce que le climat est au fond pas si différent que nos beaux rivages méditerranéens de la rive nord de la Méditerranée. C'est pour ça qu'on peut y envoyer des Corses, etc. Bon. Par contre, lorsqu'il s'agit de l'Afrique équatoriale française, par exemple, alors là, les médecins et les spécialistes de l'hygiène coloniale sont formels. Le blanc, et je reprends là aussi les expressions employées et qu'on trouve dans les manuels d'hygiène coloniale, le blanc doit être la tête qui dirige, parce qu'évidemment, il est l'incarnation de la supériorité de l'intelligence et de la supériorité des sciences et des techniques, et le nègre, le bras qui exécute. Pas seulement parce que le nègre est inférieur, mais parce que le nègre est accoutumé au climat là où le travail physique, pour le blanc, débouche très rapidement, les médecins en sont parfaitement conscients, et de ce point de vue-là, la réalité le confirme en partie, débouche sur l'épuisement de ces blancs travailleurs. D'où le recours massif au travail forcé. Exemple qui a fait scandale à la fin des années 20, au début des années 30, dans le cadre de la mise en valeur, au Congo français, les autorités coloniales missionnent, passent un contrat avec une entreprise privée qui s'appelle la Société des Batignolles, dont l'ancêtre, enfin, pardonnez-moi, qui est l'ancêtre, pour dire ainsi, parce que c'est comme ça que ça se passe, qui est l'ancêtre du plus grand groupe de BTP français aujourd'hui, SPI Batignolles. Cette société de construction des Batignolles est donc missionnée pour construire la ligne de chemin de fer destinée à relier Brazzaville à Pointe-Noire, qui est à l'époque une petite bourgade, et il s'agit, par la grâce du chemin de fer, de transformer cette petite bourgade en un grand port sur la côte atlantique permettant l'exportation des denrées coloniales, comme l'on dit. Et la Société de construction des Batignolles se met à l'ouvrage, avec l'aide des autorités coloniales, en raflant de la main-d'œuvre jusqu'au Tchad, déportée dans des conditions catastrophiques jusqu'à Brazzaville, et placée dans des camps de travail qui avancent au fur et à mesure de la construction de la ligne de chemin de fer. Nous sommes en 1928, devant une commission ad hoc de la Chambre des députés, le ministre des colonies prend la parole. Il est bien connu, mais pas bien connu pour ça, il est connu pour autre chose, la ligne Maginot, parce que c'est de Maginot qu'il s'agit. Il prend la parole, c'est le ministre des colonies qui s'exprime ex qualité.
taux de mortalité en 1928 dans les camps de travail, 57%. La construction de la ligne de chemin de fer, les 140 premiers kilomètres de la construction de cette ligne de chemin de fer ont coûté la vie à 14 000 indigènes. Passer un petit hoquet d'indignation qui frappe modestement le personnel politique, et Léon Blum en particulier, j'y reviendrai. La Troisième République continue vaille que vaille à user du travail forcé. Éclate la Seconde Guerre mondiale. Territoire libéré, que le Congo-Brazzaville et l'Afrique équatoriale française, dirigée par Félix Éboué, venu d'autres colonies, qui a recours, Félix Éboué, au travail forcé. Conférence de Brazzaville, nous sommes en 1944, laquelle est ouverte en personne par le général de Gaulle. Se pose à cette conférence de Brazzaville, entre autres, un problème, ce n'est pas le seul, mais un. Que fait-on du travail forcé? On l'abolit immédiatement? On ne l'abolit pas du tout? Ou on l'abolit à terme? La réponse va être on l'abolit à terme et à un terme de 5 ans. Sous-entendu, pour la reconstruction du pays et des colonies, il va falloir recourir au travail forcé. Et ceux qui se réunissent à Brazzaville, je le dis là sans ironie, c'est la fine fleur de la France combattante. Tant et si bien que, effectivement, rétablissement des institutions républicaines, 1944-45, 1946, première constitution de la 4e République, pas d'abolition du travail forcé, il faut qu'un député de Côte d'Ivoire, qui plus tard fut dictateur dans son pays, mais nul ne pouvait le savoir à l'époque, Félix Houphouët-Boigny, lassé des atermoiements de l'Assemblée nationale constituante, dépose effectivement une proposition de loi qui est votée le 11 avril 1946 et qui abolit, au moins juridiquement, le travail forcé. Certains gouverneurs généraux continuent à l'employer parce qu'ils trouvent que c'est évidemment très utile. Là aussi, effectivement, la question coloniale, et je l'ai écrit ailleurs et analysé ailleurs, n'a pas affecté dans les marges et les institutions républicaines et la pensée républicaine l'a affecté très très profondément. Et très profondément, ce n'est pas simplement, j'ai cité tout à l'heure, républicains, radicaux-socialistes, socialistes également, et pas n'importe lesquels. Nous sommes en 1925, guerre du Rif. Léon Blum s'exprime à la Chambre des députés, condamne la guerre du Rif. Son discours est publié dans Le Populaire, l'organe de la SFIO, et Léon Blum tient à peu près ce langage. Là aussi, pardonnez-moi, je n'ai pas la citation complètement en tête, mais elle est celle-là, et le fond est bien celui-ci. Léon Blum dit ceci, reprenant d'ailleurs la formule de Jules Ferry relativement aux classes supérieures et inférieures. Léon Blum reprend exactement la même formule et dit « Mais nous, à la différence des républicains et des radicaux socialistes, nous sommes contre la guerre, et par conséquent, la colonisation pour Léon Blum et la SFIO est légitime dès lors qu'elle se déroule plus ou moins pacifiquement. » La conséquence relativement à la guerre du Rif, c'est un vote contre les crédits de la guerre du Rif. Non, c'est une simple abstention. Délicate intention, assurément. Et donc, oui, quand je disais... La guerre du Rif, c'est la guerre qui éclate en 1925 au Maroc et qui va opposer des insurgés, notamment Abdelkrim, évidemment, qui va menacer très profondément, comme on le dit délicatement, la présence française au Maroc et Lyautey en particulier, sur lequel je vais revenir dans un instant. Ceci pour dire que, quand je disais tout à l'heure que le racisme scientifique, l'islamophobie savante et élitaire a eu des effets horizontaux sur les sciences, un certain nombre de sciences très importants, il aurait fallu ajouter effectivement que ça a affecté en profondeur et de façon très importante, significative et sur la longue durée, l'écrasante majorité du personnel politique de la Troisième République qui se convertit ou qui est converti très tôt, pour les raisons entre autres explicitées et développées par Renan, à la nécessité d'une part de la conquête impériale, coloniale, et d'autre part évidemment, une fois la conquête acquise, à la nécessité de la défendre contre tous ceux qui sont susceptibles d'y porter atteinte si peu que ce soit. Lyautey, oui, en effet, et j'en traite abondamment.
Lyautey au Maroc cherche à mettre en place une autre politique qui ne soit pas celle d'une politique islamophobe. Non pas parce que Lyautey serait islamophile, mais parce que Lyautey est sensible. Alors peut-être l'a-t-il lu, je l'ignore, il y a un député qui l'a lu et qui le cite abondamment. Et j'étais très surpris de la référence et de la trouver là mobilisée. Celui auquel je pense là très fortement sans le nommer jusqu'à présent, c'est Machiavel. Et un passage célèbre du Prince où Machiavel, à propos des territoires conquis, expose 3 possibilités. On détruit presque, on passe au fond presque par le fil de l'épée les populations conquises. C'est difficilement praticable, estime-t-il, même si c'est parfois abondamment pratiqué dans l'Antiquité, mais aujourd'hui ça devient difficile à réaliser. À la fois pour des raisons morales, estime-t-il, et pour des raisons politiques. On y va et on occupe durablement, ou on fait occuper les territoires conquis par un homme lige. Et au fond, il pense plutôt pour cette dernière solution. Ce qui inquiète, le souci de Machiavel est le suivant. Machiavel est suprêmement conscient que la conquête d'un territoire étranger peut se traduire effectivement par une extraordinaire victoire militaire. Mais que si cette victoire militaire n'est pas immédiatement pensée, compensée par une action politique, cette victoire militaire risque de se transformer en une terrible défaite politique, et cette terrible défaite politique risque de se transformer en un échec militaire patent. Et au cœur de cette réflexion, il y a ce constat, parce que Machiavel est très attentif à cela, que la conquête, les modalités de la conquête, créent nécessairement, je dis bien nécessairement chez les peuples conquis, une haine réactive pour le conquérant. Or, il faut à tout prix chercher, si le conquérant veut pouvoir durablement s'installer dans les territoires et auprès des populations conquises, désarmer autant que faire se peut cette haine collective, parce que lorsqu'elle surgit, lorsqu'elle s'indure, elle crée les conditions affectives et politiques qui, à un moment donné, vont emporter le nouveau dominateur. C'est pour ça que Machiavel fait l'éloge de César Borgia, qui, ayant conquis la Romagne, par des moyens terribles, fait conquérir la Romagne par un de ses fidèles compagnons, se trouve exactement dans cette situation. Il a gagné militairement, mais il sait que les populations de la Romagne le haïssent. Que fait César Borgia? Il convoque son fidèle compagnon qui accourt au galop, si j'ose dire, parce qu'il est convaincu qu'il va être récompensé. Et César Borgia le fait mettre en pièces publiquement sur la place publique devant le peuple, et Machiavel dit ainsi, il a fait droit aux revendications populaires. Quel rapport avec les colonies? Un député mobilise Machiavel exactement sur cette ligne-là, en disant, si vous persévérez dans une politique islamophobe, vous allez contribuer à faire des musulmans de véritables ennemis mortels, et plus vous ferez des musulmans des ennemis mortels, plus vous serez obligés de recourir à la répression. Plus vous serez obligé de recourir à la répression, plus vous allez indurer chez eux la haine du Roumi, et plus cette haine va s'indurer, plus vous serez obligé de recourir à des moyens d'exception. Et à l'horizon de cette dynamique politico-affective, il y a, à un moment donné, la guerre. Très exactement ce que Lyautey cherche à éviter au Maroc. Non pas parce qu'il est islamophile, parce que dans la guerre du Rif, Lyautey va défendre le Maroc, et de cela, il est extrêmement fier. De même qu'il a défendu le Maroc pendant la Première Guerre mondiale, avec des moyens assurément terribles, entre autres pour les populations locales. Mais Lyautey est convaincu que pour asseoir durablement la présence française, entre guillemets, au Maroc et le protectorat, il faut absolument développer une politique de la conquête des cœurs qui passe chez Lyautey par des égards dus aux chefs politiques, religieux, au respect des mosquées, au respect des lieux de culte et à l'interdiction faite aux colons européens et aux fonctionnaires coloniaux de pénétrer dans des lieux de culte et de les considérer comme des lieux où on peut se promener librement. Mais le souci de Lyautey n'est absolument pas
encore une fois, est un souci proprement politique et stratégique. Et hélas, Lyautey ne peut que constater à la fin de sa vie, alors qu'il n'est plus gouverneur général, l'équivalent du gouverneur général au Maroc, que la politique qu'il a cherché à mettre en œuvre au Maroc, qu'il a mis en œuvre effectivement au Maroc, mais Lyautey rêvait de pouvoir mettre en œuvre cette politique dans l'ensemble du Maghreb français, que dès qu'il n'est plus aux affaires, on en revient effectivement à les politiques qu'il condamnait antérieurement, à savoir fondamentalement une politique de type islamophobe. Il faudrait que tu conclues maintenant, parce qu'on arrive. Écoutez, voilà, je vais finir sur ces termes, sur ces questions. Je suis conscient que je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je suis conscient sans doute de susciter des frustrations, mais c'est la loi du genre et je n'ai pas la prétention de les purger entièrement. Donc je vais vous laisser avec si elles existent. Merci.